Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 mars 2021. Aujourd'hui, je vous lis des passages de ceci. Le pays souterrain de Paul Villeneuve. Alors, Paul Villeneuve est né au Lac-Saint-Jean en 1944 et il est décédé également au Lac-Saint-Jean en 2010. Il a publié quelques ouvrages, dont les deux, en fait, dont Johnny Bungalow en 1974, qui est un livre important. Ne l'ayant pas sous la main, je ne vous en parlerai donc pas. Et j'ai pas non plus sous la main son premier livre, publié en 69, J'ai mon voyage. Et comment j'ai découvert Paul Villeneuve? Eh bien, j'avais un ami, il y a une trentaine d'années, qui me racontait que dans une forêt du lac Saint-Jean, il vivait un ermite. Et que lui-même avait tenté, jeune homme, avait tenté de l'approcher. Il vivait dans le village où était cette forêt, à côté, il vivait dans un village à côté de cette forêt, donc, et régulièrement, il allait rôder autour de sa cabane. Et il avait tenté d'entrer en relation avec lui. On peut imaginer un jeune homme épris de liberté, de poésie, apprend que non loin de chez lui vit un écrivain qui a largué les amarres avec la société. Et pourquoi avait-il largué les amarres? Alors, sa sœur Marité Villeneuve a publié un récit que je n'ai pas lu, alors je ne peux pas non plus vous en parler, mais dans lequel elle raconte, je vais quand même vous citer mes sources après, récit dans lequel elle raconte que le frère cadet de Paul s'est enlevé la vie en 74, en mars 74, après avoir tué son enfant, après avoir tué son fils à lui de 2 ans, son garçon. Alors on imagine bien la déflagration, le bouleversement que cela a créé dans cette famille, qui a d'une certaine manière, je présume, volé en éclats peut-être, mais ce serait à la suite de cet événement-là qu'il aurait décidé de s'isoler, de se retirer du monde. Alors il est resté en, encabané, encabané dans la forêt pendant 20 ans jusqu'à ce que la maladie l'oblige à quitter la forêt et à se faire hospitaliser dans un centre où il y a passé les 10 dernières années de sa vie. Alors, on ne l'a pas encore édité. Sa sœur, Marité Villeneuve, a publié un récit sur lui. Et récit que je n'ai pas non plus lu. Alors voilà, le fameux, la fameuse tragédie que j'ai mentionnée, eh ben, c'est publié dans J'écris sur vos cendres. Et le livre qu'elle lui a consacré, eh bien, c'est Mon frère Paul. Alors, aucun de ces deux ouvrages-là, je ne les ai lus. Par contre, à l'époque, donc, ce jeune ami qui m'avait mis sur la piste, si je puis dire, de Paul Villeneuve, m'avait amené à lire J'ai mon voyage. Alors, J'ai mon voyage, malheureusement, ne l'ayant pas sous la main, je ne pourrais pas vous en lire des extraits. Mais ça m'avait beaucoup plu par l'écriture de ce que je m'en rappelle. C'était une écriture rythmée, jazzée, à la Kerouac, d'une certaine manière, pour lui trouver quelques affinités électives. Et il y avait une sorte de randonnée à travers l'Amérique où il se
où il rencontrait aussi des femmes, où il aimait. Et le J'ai mon voyage est une expression québécoise. Quand on dit j'ai mon voyage, ça peut se traduire j'en ai plus qu'assez. Est-ce que c'est encore une autre expression québécoise? J'en ai ras-le-bol. Alors, et j'ai mon voyage aussi peut être une forme exclamative devant quelque chose qui dépasse l'entendement. Alors, en faisant toutes ces petites recherches sur Paul Villeneuve, par contre, j'ai retrouvé dans mes affaires le pays souterrain, qui était son troisième livre. Une petite brochure. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est qu'il était question de couvre-feu. Alors, je vais vous lire 3 ou 4 passages. D'un peuple traqué, détraqué. D'un peuple traqué, détraqué en automne, presque comme un été, qui se retourne vers un passé chaviré d'hommes courbant, le front à genoux, esquissant le geste de la croix, suprême contradiction de soi aux autres, dans une ville casquée, embottée, mystérieusement par quelque génie du mal. Mais notre errance, nos gestes de clown et nos paroles théâtrales se dissolvent. Ces choses ne passent qu'une fois qu'il faut saisir au vol. D'un pays souterrain, j'aurais voulu faire une chanson, une danse, un quadrille long de minuit à 6 heures du matin, mais les violons s'éteignent comme des chandelles. Que ferons-nous de cet espace de couvre-feu, de rues un peu plus désertes et de flics aux yeux fouineurs et fous, inquisiteurs, méfiants d'homme à homme, ne se regardant plus qu'à travers les lentilles des fusils, loin, ne se touchant plus que par micro ou radio ou balle d'acier, qui vous fracasse les os et vous endort en pleine rue. Mon errance sans armes dans cette ville métro m'a fait sentir les ondes de choc de ces hommes courbaturés par trop longtemps d'exil en eux-mêmes, dans leurs rêves d'hommes, qu'ils ont gardés cependant inscrites dans la flamme de leur regard, les espérances à fleur de peau, et qui les brandiront à la face de tout le monde au moment venu. Les hommes passent, mais les rêves ne meurent pas et transcendent notre fainéance. Inutile de se leurrer, et le voyage en ce pays souterrain n'est qu'un témoignage de ceci. La vie n'est pas née. La vie de ces idéalistes qui, par un défaut des premières années de leur élevage ou de leur esclavage, n'ont pas été assimilés à la bassesse et à la mort quotidienne, et sont destinés à vivre uniquement de leur révolte, cette vie-là, la vraie, celle d'hommes camarades qui ont délaissé le théâtre, se sont dévêtus des habits de la paranoïa quotidienne, ont cessé d'avoir peur et n'ont reconnu dans les hommes ni supérieurs, ni inférieurs, mais leur égaux devant la vie, la mort, la douleur, la solitude, non pas la mort, l'amour, la douleur, la solitude et la mort. Et comprenant cette vérité, ont vécu de sainteté et de folie. Ces hommes sans haine ni paranoïa, mais qu'on a traités de fous et de malades, prophètes au regard de feu, illuminés comme l'étaient Rimbaud par l'invisible et par le vertige de l'intelligence et de la vérité, ces hommes blessés à mort en quelques fissures de l'âme, mais régénérés par une vie consumée totalement, flottant au-dessus du médiocre quotidien, touchant les plaies vives de ceux-là qui mettaient toutes leurs énergies à les cacher. Ces hommes, au cœur à fleur de peau, on les a bien drogués dans les hospices, dans les prisons, drogués, endormis, on leur a ballonné le ventre et la tête jusqu'à l'étrangeté. Le vertige de l'être intelligent frappant sa tête contre la pierre ou enfonçant sa chair dans la chair d'un autre être, mais découvrant en même temps que lui la tragique opacité de leur corps,
Ce vertige-là n'a jamais vraiment été exorcisé par la possession d'objets supposément rares et précieux. À force de connaissance et d'humiliation, les hommes commencent à sentir ce qui ne va pas. De plus en plus d'individus comprennent, avant même d'être en pleine force de l'âge, nous n'avons pas encore relevé la tête. Nous vivons encore, il est vrai, dans les souterrains de l'intelligence et de la vie, mais des signes avant-coureurs nous annoncent l'avenir de l'homme. Un fait banal m'a toujours frappé, la distance entre les raisons, les rationalisations des hommes et leurs actes. Une chose est de penser Pardon. un petit attaque. Non, 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 je suis pas de tata. Je passe, je ne fais que passer. J'aime toujours quand dans mes vidéos survient un événement imprévu, je le souhaite, je l'appelle. Et voici, vous avez vu cette ombre de beauté passer devant l'écran avec ce sourire éclatant et ces yeux de grands félins qui ont apprivoisé la nuit. Et, et là, elle dit n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Un fait banal m'a toujours frappé. La distance entre les raisons, les rationalisations des hommes et leurs actes. Une chose est de penser et de réfléchir, et autre chose est d'agir, à tel point que je me demande pourquoi les parents, les professeurs et tous ceux qui se sentent responsables d'enseigner à vivre ne disent pas aux enfants que la seule loi est la loi du talion, qu'il faut mentir, frauder, voler, haïr, assassiner pour se tailler un chemin dans la vie. Des milliers de gens ne voient plus le ciel à Tokyo. Déjà des dizaines d'autres meurent intoxiqués en pleine rue de certaines grandes villes. Déjà, de nouvelles maladies naissent un peu partout. La grande peste du Moyen Âge, la grippe espagnole, les deux grandes guerres, les derniers tremblements de terre du Pérou, le cyclone du Pakistan, les derniers tremblements de terre en Californie ne sont rien à côté de ce qui nous attend dans les grandes villes où sont entassés sur quelques centaines de milles carrés des millions d'hommes. Cette confusion mentale, nous la sentons non seulement au Québec, mais dans le monde entier. Ce désordre généralisé à travers le monde rend plus nécessaires les actes du cœur, les actes d'amour, et rend plus urgent l'avènement de nombreux hommes de sagesse qui, par leur sensibilité prémonitoire et leur pensée altière, contribueront à la compréhension du monde et surtout à l'orientation du comportement des hommes dans ce cosmos où il n'est plus possible de dire « je t'aime ». Ces bonheurs d'après-midi ensoleillés qu'on voit dans les yeux des femmes qui promènent leurs enfants lentement, sans calculer ni le pain ni l'argent, ces instants d'innombrables mémoires passent presque inconsciemment en inscrivant leurs rides au coin des yeux et en traçant des sillons sur nos corps qui se ramollissent. Instants de répit, minutes de quiétude entre les cris de haine et les matraquages du quotidien. Que faisons-nous de la vie et du temps qui s'écoule? Que faisons-nous de l'espace, de la terre, de la mer, des animaux et de l'énergie que nous découvrons dans la nature? Alors ça, c'était la première partie.
Et après la deuxième partie, il nous décrit le séjour chez les hommes de pouvoir et d'argent. La troisième partie, des grands prêtres et des sorciers. La deuxième partie, l'inachèvement. J'écris pour un sourire à venir. Le temps d'un avènement. Je n'écris pas pour la gloriole. Alors, je vous le montre. Alors, ça a été achevé d'imprimer le 2 avril 1971 par le service d'imprimerie du village pour le compte des éditions du CRI. Alors, paru aux éditions du CRI, entre autres, il y a Pierre K. Dieu, ici Pierre K. Dieu, et qui était un ami de mon père avec qui il avait fondé le Parti poétique. Alors, ils ont fait un parti poétique avec Michel Bugeaud également. Et Pierre Cadieux, eh bien, c'était un métis aussi. On le voit apparaître dans. Est-ce que je vous mets la bande-annonce? Ouais, peut-être je vais vous mettre la bande-annonce, la Chronique de la nuit de la poésie, 1970. Et j'étais content de le rencontrer. Et à quelques reprises, il est venu nous rendre visite, Fabienne et moi, à l'atelier librairie, le livre voyageur. Et il est décédé il y a quelques mois. Je l'aurais invité à publier dans ce collectif qui va paraître, au cours de ce printemps chamboulé. Alors, je vous le montre, mais vous voyez, ce que je vous ai lu, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On retient J'ai mon voyage et on retient Johnny Bungalow. Mais celui-ci, tenez, je vous le montre à l'écran, eh bien, il n'avait pas encore, mais il a écrit 2 ans après J'ai mon voyage. Si jamais je réussis à retrouver mes 2 exemplaires dans ce Capharnaüm mien, eh bien, je vous en reparlerai. Mais en attendant, je vous invite aussi, je vais partager le lien, la petite vidéo qu'a fait Marité Villeneuve sur son frère. Et mes sources pour aujourd'hui sont la revue Nuit Blanche, le blog d'Yvon Paré, Jean-Pierre Durand, le Patriote, qui a fait un très très beau texte. Celui aussi d'Yvon Paré est très très bon, très élogieux pour les 2 livres. Mon frère Paul et J'écris sur vos cendres de Marité Villeneuve. Livre que je finirai bien par lire. Alors, les livres, ils viennent à moi. En fait, c'est le livre voyageur. Moi, je suis inamovible. Et les livres convergent vers cet espace où, tel un battleur, je les fais entrer en résonance les uns avec les autres. Vous le savez, je me répète. Au fond, les livres n'ont pas besoin du lecteur pour exister. Nous sommes dans la vie des livres, les lecteurs, ce sont des accidents de parcours. Alors, les livres rentrent en collision les uns les autres. Parfois, ils s'amourachent aussi. Parfois, ils ont des flirts dos à dos. Parfois, ils s'effeuillettent les uns les autres. Parfois, ils se font le dos rond, le dos chagrin. Mais toujours, c'est une histoire de livre. Et de temps à autre, débarque un visiteur étranger venu d'une autre planète, la planète humaine. Et
Et là, eh bien, les lecteurs deviennent une sorte d'accident. D'accident dans un univers où le papier parle au papier, comme dit Montaigne. Et là, tout à coup, nous lecteurs, personnages farfelus, malvenus, personnages descendus très bas, eh bien, nous nous retrouvons au milieu d'un univers de livres qui peut très bien se passer de nous. J'ai déjà pensé aussi que chaque livre, au fond, peu importe son existence, contribue à la trame du monde, contribue à ce chatoiement du monde, contribue à la rumeur bruissante du monde. Le pays souterrain, le pays souverain. Chaque homme est un pays, hein, au fond. Chaque homme est un pays. Et parfois, les explorateurs de ce pays-là, eh bien, rentrent dans cet autre pays qui est le pays des livres. Et c'est un pays où les hommes, où les livres se passent très, très bien de nous. Mais nous, est-ce qu'on peut se passer de livres? Ça, c'est une autre histoire. J'avais un ami qui comprenait pas qu'on continue d'écrire, que l'on continue d'écrire malgré l'obscurité, malgré les méventes, malgré l'indifférence. Cet autre ami, lui, avait asséné dans une parole définitive: l'écriture, c'est la solitude. Mais c'est une solitude agrandie, c'est une solitude démultipliée, c'est une solitude solidaire même. Parce que même si nous sommes nous les lecteurs, des accidents de lecture, nous nous retrouvons entre nous, accidentés de lecture, nous nous retrouvons entre nous, s'échangeant parfois des renseignements sur les maladies dont nous souffrons, comme des vieux malades là, qui depuis longtemps soignent leur bobo. Ouais, moi je soigne mon bobo avec Malraux, je soigne mon spleen avec Baudelaire, je tente de me soigner avec les ambiguïtés d'un Dostoïevski. Je me soigne du mal du pays avec Gaston Miron. Je me soigne de la perte du surnaturel dans notre quotidien avec Rina Lanier, qui est probablement ma poète préférée au Québec. J'ai une fascination pour Rina Lanier. Et je pense de plus en plus comprendre pourquoi. C'est que Rina Lanier, un mot rapide sur elle, là, c'est qu'elle a vu un monde disparaître. Voilà. Elle a vu un monde disparaître. Elle a vu le régime catholique disparaître. Elle a vu l'univers de catholicité s'évanouir, s'éteindre peu à peu. Et je n'ai pas senti chez elle, dans sa prose, dans sa poésie, je n'ai pas senti chez elle ni amertume, ni déception, comme si elle s'accrochait aux dernières lueurs d'un monde évanescent, disparaissant, et qu'elle avait tout tenté pour le retenir, ce monde, et qu'elle avait tout tenté pour le retenir, pour le conserver, pour le préserver. Et ce monde totalitaire numérique, les livres sont devenus des arrachements au numérique aussi. Alors même si les livres n'ont pas besoin de nous et que nous, on a besoin d'eux, eh bien, il y a
si on veut s'extraire, si on veut s'extirper de ce tout numérique hypnotique, alors les livres deviennent de précieuses bouées et on vit sous un autre temps. On réinvente un autre espace-temps avec le livre. Et certains livres datent de quelques siècles. Alors, on a à notre portée de main, nous les accidentés du livre, le temps qui se déploie devant nous. Une manière, comme dit Breton, de retrouver l'art du temps. Et donc, Rina Lanier, cette fascination que j'ai pour elle, au fond, c'est que je veux retenir quelque chose aussi. Je sais, je sens, je pressens qu'un régime, on va dire, un régime est sur le point de prendre fin. Et Rina Lanier elle travaillait dans une sorte de réclusion. Contrairement à Paul Villeneuve, elle était en contact aussi avec les uns et les autres. Et les jeunes auteurs, autrices, lui, même si il flirtait avec l'avant-garde et proposait des proses audacieuses, voire féministes, savait reconnaître chez cette grande dame une sorte, malgré qu'elle appartenait à l'ancien régime de catholicité, savait reconnaître en elle la grande sorcière de la poésie, au fond. Il y avait un immense respect. C'est assez frappant quand on regarde un album de photos de Kéro, par exemple, où on voit des jeunes autrices, Nicole Brossard, je pense à Nicole Brossard qui me vient en tête, Marie Huguet, et qui sont toutes jeunes. Et déjà, Rina Lanier, elle est déjà entrée dans la plénitude de sa maturité. Mais tout naturellement, elle prend place parmi ces jeunes pères et on sent le respect, l'admiration. Elle est porteuse d'un monde qui s'étiole, qui a déjà disparu d'une certaine manière. Mais ça fait d'elle aussi une sorte de témoin privilégié. Et chacune comprend que le chemin qu'elle a ouvert aussi comme poète, parce qu'il y a quelque chose il y a une grande modernité dans la poésie de Rina Lanier, eh bien, chacune comprend combien elle a été également à la fois pionnière et à la fois héritière. Héritière de quelque chose qui ne les intéresse peut-être plus, mais on ne va pas brader l'héritage et on ne va pas jouer aux gémonies cette grande artisane du verbe, cette thaumaturge de la parole. Voilà, nous en sommes en ce 27 mars 2021. Je conclus. Conclusion. Eh bien, ça m'a plutôt amusé d'avoir été suspendu, d'avoir vu mon compte Facebook suspendu pendant 24 heures. Et il me rappelait mon historique de contrevenant. Et dans le premier message, l'algorithme me écrivait « Nous comprenons que l'erreur est humaine. » Alors, les algos comprennent que l'erreur est humaine. Nous, les derniers humains, devrons comprendre aussi que les algos n'ont absolument rien d'humain. Alors, ça m'a plus amusé
Et là, bien évidemment, il y a plusieurs réactions sur ma page, la censure, bon, que c'était incroyable. Bon. Mais comment s'étonner, hein, la, la mécanique numérique vise à façonner les consciences, vise à façonner la psyché. Alors, on ne va pas s'en étonner, on ne va pas s'en indigner, on ne va pas se révolter de ça. Mais il est bon de prendre une distance critique par rapport à ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, c'est vraiment tout pour ce soir. Merci, et à demain. Peut-être que je sais pas, Rina Lanier, est-ce que j'ai déjà fait des vidéos sur Rina Lanier? Je sais qu'elle me fascine, en tout cas. Ça, je peux vous dire. J'avais été filmé. Peut-être ça, je vais vous le partager en note en bas d'écran. J'avais été à Joliette rencontrer un bibliophile. Fait une vidéo qui avait quand même assez fonctionné sur ce bibliophile, bibliomane, qui m'avait invité dans sa librairie, cabane qu'il avait installée à l'arrière de sa maison. Et à ma demande, j'avais voulu voir où vivait Rina Lanier, à Joliette. Et on avait fait, avec mon ami Pierre, on avait fait une toute petite vidéo de quelques minutes où on avait demandé aussi aux gens qui habitaient cette maison-là si on pouvait filmer. Et oui, filmer tant que vous voulez. Hein. Et j'étais content de ça. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à demain.